Le Morvan et les Vosges, deux massifs de moyenne montagne qui bénéficient d'un réseau hydrographique dense. L'eau a contribué à forger leur image identitaire, que ce soit sur les sites Natura 2000 de la Cure et du Cousin pour le Morvan, ou celui du plateau des Mille Étangs dans les Ballons des Vosges. À travers ces paysages particuliers, tout nous rappelle que l'eau est l'élément fondateur de ces territoires. Tout en découle. L'organisation de la société, le patrimoine bâti, une nature exceptionnelle. Depuis de nombreux siècles, l'économie locale s'est développée grâce et autour de ces cours d'eau. Agriculture, étangs, moulins. La fragmentation des milieux naturels, occasionnée par ces activités, perturbe le bon fonctionnement hydraulique et écologique des cours d'eau. Au fil du temps, on voit les populations d'espèces emblématiques diminuer et parfois disparaître. Conscients de la valeur patrimoniale de ces cours d'eau, les parcs naturels régionaux du Morvan et des Ballons des Vosges ont mis en œuvre des actions pour rétablir la libre circulation des espèces et des matériaux solides à travers le programme Life Continuité écologique. Avec le parc du Ballon des Vosges, oui, on est sur la même problématique de restauration de la continuité écologique, puisqu'on a des territoires particulièrement semblables. Pour ce qui concerne le Ballon des Vosges, ça concerne un territoire maillé d'étangs. Et puis pour ce qui nous concerne, c'est plus sur la valeur patrimoniale, notamment avec les seuils de moulins. Il s'agissait donc d'anticiper à partir d'un programme très bien élaboré, ciblé, chiffré, donc sur cette réglementation qui va être obligatoire pour tout le monde. Restaurer les habitats naturels des cours d'eau est un enjeu majeur où héritage du passé et biodiversité se confrontent. Alain Frété, paysagiste naturaliste, nous guide pour découvrir la vie, l'histoire et les usages de ces cours d'eau. Nous partons à la rencontre des cours d'eau pour en comprendre les enjeux. Des sources, en passant par les prairies, ce trajet au fil de l'eau est l'occasion d'échanger avec les usagers de la rivière. Un pêcheur, un agriculteur, un propriétaire d'étangs ou de moulins. Entre rivières vives et rivières domptées, ce voyage a commencé là, aux sources, dans la forêt. Là, vraiment, on pourrait raconter toute l'histoire d'une rivière juste avec ce changement de physionomie. En quelques mètres, là, on a les grandes plaines alluviales où l'eau se dispatche, s'élargit. Et puis, au contraire, des passages plus rocheux, des fonds de vallée, des fonds de vallons plus étroits. Donc, ces lieux sont vraiment la naissance, le début de la rivière. Les eaux se rassemblent. C'est comme si, avant de se concentrer, elles imprégnaient complètement la terre. Là, on sent bien que ce n'est pas une source qui jaillit des rochers, mais c'est une multitude de petits ruissellements de mouilles qui, au profit de cette dépression, vont se rassembler et puis, donner naissance à la rivière. L'eau n'est pas visible, elle ne court pas, mais on sent au bruissement juste légèrement en aval quelques cascades, l'eau qui commence à s'exprimer. Là, on est encore dans le calme de cette naissance de la rivière. Le son nous attire et on sent bien qu'un tout petit peu plus bas, là, on va avoir l'eau qui se concentre.
Ah oui, là, c'est vraiment très très beau. Là. Les racines qui prennent vraiment la forme du courant, elles sont toutes étirées comme si elles avaient fixé la forme des flots. Et puis juste ici, beaucoup plus doux, il y a toutes les petites bulles qui se mettent à tourbillonner les unes aux autres. Ah, c'est vraiment une expression des dynamiques. Là, on voit ce mur de racines. Là, on comprend que l'eau qui pourtant tape ici avec toute sa force tombe vraiment sur un mur vivant, un mur de racines, mais qui a encastré, là on voit c'est une grosse pierre qui a encastré, c'est en fait un mur armé, à la fois de pierre et de racines. Là on passe vraiment d'un monde à l'autre, un monde où l'eau se cache, où elle frémit sous la prairie, en imprégnant vraiment les terres. Et c'est vraiment le végétal, ces joncs, ces baldingères, ces rennes des prés qui vont l'exprimer. Et puis d'un seul coup, on arrive sur le monde de la rivière tout en force, en écume et en son. C'est par là que tout commence. L'eau s'écoule en fin filet et de rue en ruisseau construit les rivières. C'est aussi là que se déroule la source de la vie pour nombre d'espèces qui viennent s'y reproduire, comme la truite fario. Là, on a vraiment l'expression de la rivière vive. Les blocs de granit vont concentrer les flux, créer des remous, des rapides et puis des zones de calme. On imagine bien dans cet espace aquatique la diversité de la vie qui s'y cache. D'ailleurs, le pêcheur qui est là ne s'y trompe pas. Alors qu'est-ce qui fait que cette rivière est une bonne rivière, une belle rivière à truite? Il n'y a qu'à juste à regarder l'environnement. Des blocs rocheux et le courant qui passe entre de façon totalement libre. Et là, on sent une rivière qui a vraiment Là, c'est une rivière qui est vraiment dynamique. Elle circule entre les rochers de façon totalement libre. C'est des eaux courantes qui s'oxygènent d'elles-mêmes. Et donc, quand les truites vont remonter, elles vont remonter loin là pour là, frayer. c'est une zone de vie là, dans les cascades où là, tu as peu de zones de frayère. Et, donc là, elles vont remonter plus là, loin. voilà. Donc là, dans ces cas-là, ce qu'elles vont faire, c'est au moment de la montaison, à partir du début 15, entre le 1er et le 15 octobre, elles vont commencer de bouger. Donc de sortir de ces zones-là pour aller rejoindre les frayères à l'amont. Et des fois, elles peuvent s'engager dans des petits ruisselets, voilà. des petits fossés. Les frayères, tu en as dans la rivière, mais tu en as lit. également aussi dans les ruisseaux, dans tous les petits affluents. D'accord. Plus le substrat est libre et non colmaté, elles ont beaucoup plus de facilité à le creuser pour faire les nids pour la reproduction. Alors à échelle réduite, mais ça se voit quand même, vous avez une zone de courant, une zone de fosse, et après vous avez un haut fond, ce qu'on appelle un radier. Et généralement les zones de frayère sont tout le temps au moment où après une fosse, quand le fond remonte, donc il commence à y avoir un fond, que le courant réaccélère, c'est là que se trouvent les zones justement où le granulat, le bon granulat de frayère s'accumule et qu'elles vont frayer. Tant que le substrat est bon, et regardez ce qui fait la qualité du substrat, vous arrivez à rentrer les doigts dedans sans problème. Voilà, la granulométrie idéale. C'est ça. Donc ces petits ruisseaux doivent être vraiment protégés, regardés. Alors ces petits ruisseaux doivent être regardés avec beaucoup d'attention parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment capital pour la bonne santé de la rivière. Parce que ces petits ruisseaux offrent en effet les conditions nécessaires à la ponte des truites fario. Leur connectivité avec la rivière est donc essentielle au maintien des populations de ces poissons. La truite n'est pas la seule à profiter de cette palette de milieux où blocs rocheux alternent avec les plages de sable, créant des zones de calme et de courants rapides. Liées aussi à la bonne qualité des cours d'eau,
d'autres espèces comme l'écrevisse à pied blanc, le chabot de rivière, la lamproie de plein air et la moule perlière s'y côtoient. Donc la moule perlière, pour se reproduire, elle a besoin d'une espèce hôte, donc la truite fario en l'occurrence, ou le saumon atlantique, mais pas sur nos rivières. Et la moule perlière va larguer des jeunes larves qu'on appelle des glochidies, qui vont dériver librement dans l'eau et qui, au gré du hasard, vont se fixer dans les branchies des truites fario. Donc pour avoir de la moule perlière, effectivement, il faut une très très bonne qualité d'eau. Elle a besoin aussi d'un habitat très particulier, donc sur un cours d'eau granitique, qui coule sur un socle granitique. Donc elle se cache préférentiellement derrière des gros blocs, à l'abri des courants. Et puis elle a besoin d'avoir un sédiment, un fond de rivière qui est très très oxygéné pour garantir la survie des larves. Ces espèces emblématiques et indicatrices de la bonne qualité du milieu font l'objet d'une grande attention. Autrefois présentes sur l'ensemble du territoire national, les populations de certaines d'entre elles sont en constante régression. Plusieurs facteurs sont en cause. L'introduction d'espèces exotiques plus résistantes, l'altération de ces petits cours d'eau ou la dégradation de leurs lits, la mauvaise qualité de l'eau ou encore l'interruption de la communication entre les petits ruisseaux et la rivière. Après cette rencontre avec l'expression la plus naturelle de la rivière, la moins contrainte, on aborde ici des paysages plus marqués par l'homme. La rivière était calibrée, les berges étaient raides, sans végétation, et les vaches accédaient en tout point, provoquant l'érosion des rives et altérant la qualité de l'eau. Des travaux de restauration ont été entrepris. Une clôture a été plantée le long de la rivière. Un passage empierré a été aménagé pour permettre aux bêtes de traverser et de s'abreuver. Des boutures ont été plantées, du saule et de l'aulne. Et dans le lit de la rivière ont été disposées des pierres et des branchages pour diversifier le courant. Au bout de 2 ans, on voit déjà le résultat. La végétation s'étoffe et le lit de la rivière s'est diversifié, avec des fosses, des sous-cavements creusés dans la berge, des plages de sable. On imagine ce que ça va pouvoir donner dans quelques années. Les arbustes et les arbres réaliseront une véritable ripisylve. La rivière a retrouvé sa vitalité et donc sa naturalité. Ces travaux, réalisés avec les agriculteurs riverains, facilitent la bonne exploitation des prairies et permettent d'améliorer le bon état écologique de la rivière. Pour rétablir un meilleur fonctionnement des cours d'eau, des travaux sont parfois nécessaires. Des études préalables sont réalisées. Elles permettent de connaître de façon précise le secteur afin de définir les actions les plus adaptées pour restaurer les habitats naturels. Des inventaires, des mesures des paramètres physico-chimiques, morphologiques ou de granulométrie. Autant de données disponibles pour évaluer l'efficacité des actions sur le milieu et les espèces. Les travaux entrepris pour restaurer le milieu naturel s'appuient sur le résultat de ces études. Ils sont réalisés au cas par cas et prennent en compte les usages, les aspects patrimoniaux et le gain écologique attendu. Ici, par exemple, un radeau tracté manuellement a permis de transporter les blocs d'un ancien seuil de moulin qui gênait la circulation des flux. Le choix de cette méthode douce, sans l'aide d'engins mécaniques dans la rivière, a été fait pour limiter l'impact sur la population de moules perlières. Plus loin, c'est une infrastructure routière, inutilisée, qui a été complètement supprimée. Elle représentait un obstacle infranchissable à la remontée du Poisson sur un ruisseau à fort potentiel en période de frai. Les étangs, ouvrage emblématique du Morvan et des Ballons des Vosges, représentent aussi des obstacles à l'écoulement des flux et des matières. Ils peuvent entraîner d'importantes dégradations de la qualité des cours d'eau. Donc là, l'eau qui s'est coulée dans la vallée a été
brusquement stoppée par cette grande digue. L'eau maintenant stagne dans un grand étang, une eau domptée, une eau qui s'est calmée. Voilà, on a même presque un petit peu de mal à imaginer ce qu'était la vallée à cet endroit-là, avant la création du lac. Donc ces étangs ont été créés en partie pour la pêche, pour récupérer des protéines des poissons. Et donc ils sont vidés très régulièrement lors de pêches qui sont extrêmement festives où tout le monde vient se réunir à cet endroit-là pour acheter le poisson. Et c'est toujours un moment extrêmement agréable où les gens des villages alentours se retrouvent. Que ce soit sur le plateau des 1000 étangs ou dans le Morvan, les enjeux des étangs sont identiques. Entre traditions, dont certaines comme le flottage de bois pour le Morvan ne sont plus pratiquées, nouveaux usages comme la pêche de loisirs, et prise en compte de la biodiversité, c'est une question d'équilibre. Le plateau des 1000 étangs est un plateau d'origine glaciaire qui a été créé lors des dernières glaciations, lorsque le glacier de la Moselle débordait sur la Haute-Saône. Là où il a trouvé de la roche tendre, il a creusé des vallées. Là où il a trouvé de la roche plus dure, sur le plateau des 1000 étangs notamment, il n'a fait que raboter cette roche, créer des micro-cuvettes qui ont été ensuite aménagées au Moyen-Âge par des moines qui sont arrivés sur place et qui ont créé des digues pour retenir l'eau. Ils ont ensuite fait de la pisciculture, essentiellement de carpe à l'époque, ce qui a permis d'apporter des protéines dans leur ration alimentaire. Les périodes de pêche traditionnelles, comme au départ ce sont des moines, c'est quelque chose de religieux. On mange du poisson au printemps, à Pâques, et au moment de la Toussaint, à l'automne. Ça permettait, sans le savoir forcément, de vidanger des eaux froides, parce qu'au printemps elles sont fraîches, à l'automne elles sont déjà fraîches, et de ne pas surchauffer les rivières, les cours d'eau qui étaient en aval de ces étangs. Aujourd'hui, une grande partie des propriétaires connaissent la tradition et vidangent encore avec la tradition. Ils continuent à occasionner très peu de dégâts, très peu de perturbations dans le milieu aquatique. Mais il se trouve que la tradition a évolué. Aujourd'hui, certaines personnes achètent un étang parce que c'est leur rêve, mais arrivent et sans mauvaise intention, ne connaissant pas les pratiques ancestrales, peuvent commettre des erreurs, qui sont cette fois-ci très graves par rapport au milieu aval. Utiliser l'eau disponible et la forme du relief, ce sont les deux conditions pour créer un étang. Il faut construire une digue, l'eau s'accumule, comble la vallée, l'étang est là. Mais cette construction peut altérer gravement la rivière et la vie de ses habitants. Cette digue, par exemple, peut être un obstacle majeur à la remontée d'espèces migratrices comme la truite. Les sédiments s'accumulent au fond de l'étang et ne sont plus restitués en aval où ils sont des matériaux indispensables à un certain nombre d'espèces animales ou végétales. L'eau, qui est restituée à l'aval, est souvent plus chaude que la rivière elle-même. Elle est prise dans les couches supérieures, là où le soleil fait augmenter la température. Aussi, construit-on un moine qui, lui, puise l'eau au fond de l'étang, là où la température est la plus fraîche, pour la libérer vers la rivière aval. Pour faciliter les mouvements des espèces, on construit des passes à poissons et puis des rivières de contournement. Les espèces peuvent alors descendre et remonter plus librement. Il y a aussi des solutions plus radicales, comme l'abaissement du seuil, ou même l'effacement de l'étang. La rivière alors reprend son cours naturel. Par rapport à tous ces enjeux, le LIFE a permis d'apporter de l'argent à des propriétaires qui le souhaitaient, donc pour faire des travaux, pour améliorer les systèmes de vidange de leur étang, mieux contrôler donc, la période de vidange, l'abaissement des eaux, et derrière également, en fin de vidange, mieux contrôler le départ éventuel de boue dans le milieu. Comme les digues des étangs, les seuils de moulins constituent aussi un obstacle à la circulation des matières et des espèces. Ils sont très nombreux sur certains cours d'eau, comme le Cousin dans le parc naturel régional du Morvan.
La rivière, c'est vraiment un personnage. Le cousin, avant les pétroles et autres, c'était l'âme industrielle de la région. Tout ce qui était produit par les usines. Les étoffes, les outils, le papier, etc., etc. Là, vous avez une bonne indication du cours du cousin avec tous ces moulins. Hein. On voit bien, vous en avez un là, vous en avez un là, vous en avez un là. Hein. On voit bien la succession des moulins les uns derrière les autres. Et sur tout ce cours-là, il y a environ 42 moulins. Si on rajoute la Roumanie, ça nous en fait 50. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très très proches. Et là, le fonctionnement de l'un est fonction également de celui de l'autre. À l'époque, il y avait une réglementation extrêmement précise avec des contrôleurs qui venaient vraiment contrôler chaque moulin. Ils contrôlaient la chute, hein, la hauteur de chute, ils contrôlaient les vannages, ils contrôlaient aussi les machines, hein. Enfin, ils contrôlaient surtout tout ce qui est indiqué tout à fait au début par le propriétaire qui dit j'ai une chute de temps, j'ai une production et une énergie de temps, etc., etc. Et ça, c'était ça qui était bien déterminé. Et également, ils réglementaient, enfin plus exactement, ils arbitraient les conflits entre moulins. Parce que quand il y en avait un qui avait monté de 2 cm, ça voulait dire que l'autre était impacté. Voilà. Aujourd'hui, il reste un certain nombre de moulins. Il y a des moulins à farine, mais c'est des grosses usines. Hein. Il y en a une en dessous d'Auxerre, là, il y a un moulin à farine. Mais il n'y a pratiquement plus d'usines mues par l'eau pour une fabrication. Mais ça a été beaucoup acheté par des propriétaires qui appréciaient les lieux, tout simplement. Donc ils ont été conservés très souvent comme résidence secondaire, comme résidence principale, mais plus du tout pour des usages de production. Il y a eu quand même, il y avait pas mal de moulins sur le Cousin, j'ai constaté ça, qui faisaient leur propre électricité pour leur éclairage par exemple. Mais tous les petits moulins pourraient être équipés, seulement ça se heurte au problème de continuité écologique, tout ça. Donc il faut arriver à un équilibre pour que soit utiliser les chutes qui sont valables et qui peuvent être bien réglementées et bien gérées, et puis les autres qui n'ont plus vocation à être usines ou à conserver leur barrage, auquel cas soit on fait des passes à poissons, des choses comme ça, soit on enlève carrément les barrages. Voilà, donc c'est un petit peu le côté problématique actuel, c'est qu'il n'y a pas de gestion, alors qu'effectivement, on a quand même toujours nos presque 25 moulins là, sur la vallée du Cousin, il y en a toujours qui existent. Grâce à ce programme Life Continuité écologique, on assiste à une réelle prise en compte des enjeux de ces seuils de moulins. Ainsi, la ville d'Avallon a procédé à l'effacement d'une succession d'anciens seuils sur le Cousin. De nombreux propriétaires de moulins ont aussi compris la nécessité de modifier les seuils au regard de leurs usages et de l'importance pour la biodiversité. Bonjour, Eric, Alain, enchanté, bienvenue au Moulin des Templiers. très très beau lieu. Oui, un lieu emblématique. Et c'est là que vous avez fait donc des travaux de continuité écologique. Exactement. Donc je vais vous expliquer un petit peu les travaux. Là, si on va s'avancer au niveau de la rivière. Nous avions un seuil qui faisait toute la largeur de la rivière. De ce seuil, nous avions en amont une étendue d'eau. La rivière coulait au-dessus du seuil. Et ce seuil permettait d'alimenter en fait le sous-bief et sa roue d'agrément. Il y avait une problématique liée à ce bief. C'est à la fois un réchauffement des eaux, notamment en été, sur la partie amont du seuil, un empêchement de remontée de l'ensemble du milieu des truites qui sont emblématiques, et des truites notamment Fario. Et nous avions donc aussi un risque d'inondation significatif du fait que les eaux montent très rapidement en période de crue. Donc en phase d'étude, nous avons fait donc une esquisse nous permettant de voir un petit peu comment la rivière allait se comporter après travaux. Et après 3 semaines de travaux réalisés au mois de septembre 2015, en supprimant ce seuil-là, en recréant ce bras
qui alimente notre roue dans le cadre du sous-bief. Ça nous a permis en fait de recréer un îlot, de travailler sur les défenses de berge et les enrochements, et ça nous a permis donc d'avoir un spot qui est différent de celui qui existait. Maintenant on a une rivière qui coule et on a aussi un risque d'inondation qui est donc amoindri du fait que le seuil est descendu. Donc c'était un vrai atout. Et là, on est vraiment au cœur de ce très beau site du Moulin des Templiers, sur cette rivière retrouvée. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été dans le plan d'eau, ce bassin qui permettait de faire fonctionner le moulin et qui a été réouvert pour retrouver cette rivière vive et chantante. Ah, tiens, je vois un cincle plongeur. Ah ouais, magnifique. Là, il est en train de pêcher sous l'eau. Et ça y est, il a complètement disparu. Il est en train de marcher sous l'eau. Le voilà, ça y est, il est revenu sur sa pierre. Et là, alors que les travaux finalement se sont terminés il n'y a pas si longtemps, la rivière a vraiment repris une très belle physionomie. Alors bien sûr, les naturalistes là, qui font les relevés en ce moment disent que la faune, elle, et notamment l'entomofaune, viendra s'y implanter plus doucement, 2, 3, 4 ans. Et on sent une très forte résilience et la rivière qui va retrouver ses marques et sa biodiversité avec une rapidité assez étonnante. Ces petits ruisseaux sont une véritable nurserie pour toute la faune de la rivière. C'est eux qui assurent la biodiversité et la bonne qualité des différentes populations animales. La particularité d'un programme LIFE, c'est que les opérations qui sont retenues sont financées pour beaucoup quasiment à 100%. Alors ça présente un intérêt non négligeable pour les propriétaires, d'autant que cette donnée environnementale qui va être obligatoire rejoint très rapidement les valeurs patrimoniales que constitue l'héritage des moulins dans le domaine culturel, dans le domaine de l'histoire tout simplement de notre territoire, et puis les données économiques. Donc, si je devais tirer des conclusions de ce premier programme LIFE sur ce territoire, je dirais que c'est une réussite, puisque de nombreux propriétaires ont pu bénéficier de travaux gratuits, donc de nature à améliorer les conditions du milieu naturel. Je dirais qu'on a réussi aussi, lors de ce premier LIFE, à créer le climat de confiance. Maintenant, le LIFE est terminé, les demandes continuent d'arriver. Je mets beaucoup d'espoir dans un second LIFE qui serait efficient dès le début, puisque cette période de mise en confiance, nous n'aurions pas à la reproduire, elle est là. Et c'est le mérite aussi de ce programme-là, c'est que même si c'est pas facile, même si on n'arrive pas à convaincre, on a ouvert une petite porte dans le mental des gens qui fait qu'on prend en considération davantage la cause, de garder une réserve et une ressource en eau qui va être l'enjeu de demain, qui est déjà d'ailleurs l'enjeu. Et je crois que ça va faire son chemin, il faut le temps. Nous avons compris comment des événements, qu'ils soient naturels ou d'origine humaine, pouvaient modifier le fonctionnement de la rivière, avec pour conséquence directe la diminution de la biodiversité aquatique, mais aussi la diminution des services rendus à notre société par les cours d'eau. Entre rivières vives et rivières domptées, c'est bien une histoire d'équilibre qu'il est temps d'écrire pour préserver cette ressource partagée, ce bien commun à tous. En fait, c'est une histoire où solidarité et engagement de tous se conjuguent pour retrouver le bon état écologique de ces cours d'eau.